Jamais je n'aurais pensé que le jour où je me suis cassé la hanche serait aussi le jour où je me sentirais totalement invisible pour les personnes que j'aimais le plus. Quand j'ai appelé mon fils, espérant un peu de réconfort, il m'a dit « Maman, je suis à l'anniversaire de ma belle-mère. Envoie-moi juste un message si tu meurs. » Cette phrase m'a transpercée comme une vague glaciale en plein hiver. Aujourd'hui, je vais vous raconter quelque chose que je n'aurais jamais pensé partager. Et si, ne serait-ce qu'une seconde, cela vous semble familier, je vous demande seulement d'aimer cette vidéo et de vous abonner. Cela m'aidera à continuer à ouvrir mon cœur. Je m'appelle Jacqueline et, à 76 ans, je n'aurais jamais imaginé me retrouver allongée sur le sol de ma cuisine à Montreuil, à fixer le plafond fissuré de mon appartement au loyer modéré, incapable de bouger. La douleur aiguë dans ma hanche était comme un éclair qui me foudroyait la jambe. J'avais essayé d'attraper ma tasse à café préférée, celle avec les roses fanées que mon défunt mari m'avait offerte il y a 30 ans. À ce moment-là, alors que j'étais là, impuissante, j'ai pensé que quelqu'un viendrait, que quelqu'un s'en soucierait. J'avais tort. L'odeur du couscous de Madame Traoré, ma voisine, traversait les murs fins, se mêlant au bruit lointain des klaxons et des enfants qui jouaient dans la cour en bas. Montreuil a toujours été une symphonie de culture, de langue et de rêves. J'avais vécu dans ce même appartement pendant 43 ans, regardant le quartier se transformer autour de moi. L'épicerie du coin a changé de propriétaire 3 fois. La vieille boulangerie-pâtisserie est devenue une boucherie halal. La famille italienne d'en bas a déménagé dans les Yvelines. Mais moi, je suis restée comme un vieil arbre enraciné dans le béton, croyant que ne pas bouger signifiait rester connectée aux gens que j'aimais. Quelle idiote j'étais! Quand j'ai finalement réussi à ramper jusqu'à mon téléphone, un trajet qui m'a pris 23 minutes et m'a laissé en sanglots de douleur, j'ai d'abord appelé Mathieu, mon fils aîné, celui que j'avais soigné pendant sa pneumonie quand il avait 7 ans, celui dont j'avais payé les frais de scolarité de son école de commerce en faisant des doubles journées au grand magasin, celui qui m'avait promis, les larmes aux yeux à l'enterrement de son père, que je ne serais jamais seule. Maman? Sa voix semblait distraite, voire agacée. Je pouvais entendre des rires et de la musique en fond. « Mathieu, je suis tombée. Je crois que je me suis cassé quelque chose. Je ne peux pas me relever. Attends une seconde. » Je l'ai entendu s'éloigner du bruit. « Désolée, qu'est-ce qui s'est passé? » Je suis tombée dans la cuisine. Ma hanche. J'ai besoin d'aide. Il y a eu une pause. Une longue et froide pause qui s'est étendue comme un gouffre entre nous. « Maman, je suis à l'anniversaire de la mère de Laura. C'est vraiment important. Tu peux appeler le SAMU ou quelque chose comme ça? Envoie-moi juste un message si tu meurs, d'accord? Je t'appellerai demain. La ligne a été coupée. » Je fixais le téléphone dans mes mains tremblantes, me demandant si j'avais imaginé ces mots. Si tu meurs. Comme si j'étais déjà un cadavre pour lui. Comme si ma douleur, ma peur, mon besoin désespéré de mon enfant n'était qu'un inconvénient interrompant son agenda social. La lumière fluorescente de la cuisine bourdonnait au-dessus de moi, projetant des ombres dures sur le lino où j'étais allongée. Je pouvais voir des moutons de poussière sous mon réfrigérateur, une toile d'araignée dans un coin que je devais nettoyer. Soudain, tous les petits échecs de ma routine quotidienne semblaient énormes. Étais-je devenue si insignifiante que même mon propre fils me considérait comme jetable? J'ai ensuite appelé ma fille, Sophie. Elle serait sûrement différente. « Salut maman. Tu peux faire vite? Je suis à mon cours de yoga. » Sophie, je me suis blessée. Je suis tombée et je crois que je me suis cassé la hanche. Oh non, c'est terrible. Tu as appelé Mathieu? Il est occupé. Peux-tu venir m'aider? Une autre pause. J'entendais son professeur en arrière-plan parler de respiration et de lâcher prise sur la négativité. Quelle ironie. Maman, je suis à Paris. Ça me prendrait 2 heures pour arriver à Montreuil avec les embouteillages. Appelle peut-être Madame Ribeiro à l'étage? Ou cette dame du centre social? J'appelle ma fille parce que j'ai besoin de ma famille. Je sais. Mais soyons réalistes, maman. Que puis-je faire qu'un secouriste ne puisse pas faire?
Je viendrai te voir à l'hôpital demain, promis. Une autre tonalité. Un autre rejet. Je suis restée là pendant 1 heure de plus avant de finalement appeler moi-même le 15. Les secouristes du SAMU étaient gentils, professionnels. Ils m'ont soulevée sur un brancard avec plus de douceur que mes propres enfants ne m'en avaient-ils montré depuis des années. Alors qu'ils me transportaient devant les portes des voisins, j'ai vu Madame Ribeiro jeter un œil par son Judas. Il y avait plus d'inquiétude dans ses yeux que dans la voix de mon fils. À l'hôpital, ils ont confirmé ce que je savais déjà. Fracture de la hanche. Opération nécessaire. Temps de convalescence. 6 à 8 semaines. Quand ils m'ont demandé qui était ma personne à contacter en cas d'urgence, j'ai donné le numéro de Mathieu par habitude. Mais je savais, même en prononçant ces chiffres, qu'il ne serait pas celui qui me tiendrait la main pendant les longues et effrayantes heures à venir. Laissez-moi vous parler des sacrifices, du puits sans fond de dons qui avait défini ma vie pendant 50 ans. Peut-être qu'alors vous comprendrez pourquoi cet appel téléphonique m'a blessé si profondément. J'avais 19 ans quand j'ai épousé Robert. Nous étions pauvres mais heureux, vivant dans un minuscule studio près de la porte de Bagnolet. Quand Mathieu est né, je travaillais de nuit à la cafétéria de l'hôpital tout en préparant mon diplôme d'infirmière. Robert travaillait sur les chantiers pendant la journée. Nous dormions à peine, mais nous rêvions en grand pour notre fils. Quand Sophie est arrivée 3 ans plus tard, j'ai abandonné mes études. Quelqu'un devait rester à la maison. Quelqu'un devait se sacrifier. Le dos de Robert a lâché quand il avait 45 ans. 20 ans à porter des matériaux lourds, à grimper sur des échafaudages, à pousser son corps au-delà de ses limites. Les indemnités de la sécurité sociale couvraient à peine notre loyer. Alors j'ai pris plus d'heures, plus de boulot. Je faisais le ménage dans des bureaux à l'aube. Je travaillais dans la vente pendant la journée. Et je tenais la comptabilité de petites entreprises le soir. Mes mains étaient à vif à cause de l'eau de Javel, et mes pieds me faisaient constamment mal. Mais nos enfants n'ont jamais manqué de rien. Quand Mathieu a voulu faire une grande école de commerce à Paris, les frais de scolarité étaient astronomiques. Nous n'avions pas droit aux bourses, nous gagnions juste assez pour être trop riches pour les aides, et trop pauvres pour nous le permettre. Je voyais d'autres parents visiter le campus avec leur sourire confiant et leur sac de marque, signant des chèques comme si de rien n'était. Pendant ce temps, je vendais les bijoux de ma grand-mère. J'encaissais ma petite épargne retraite et je travaillais des heures supplémentaires jusqu'à ce que mon chef s'inquiète que je m'effondre de fatigue. « Ne t'inquiète pas pour l'argent, mon chéri », disais-je à Mathieu quand il se sentait coupable du coup. L'éducation est la seule chose que personne ne pourra jamais t'enlever. 4 ans et 50 000 € plus tard, il était diplômé. J'étais si fière, assise dans cet immense amphithéâtre dans ma plus belle robe, la bleu marine que je portais à la messe, aux entretiens d'embauche et aux réunions de parents d'élèves. Robert était là aussi, s'appuyant sur une canne à l'époque, mais rayonnant de fierté. Mathieu a traversé cette estrade comme si le monde lui appartenait. Nous a-t-il remerciés? A-t-il reconnu le sacrifice? Dans son discours à ses amis de promo ce soir-là, il a parlé de son propre travail acharné, de sa propre détermination, de son propre avenir brillant. Nous n'étions que des notes de bas de page dans l'histoire de sa réussite. Le mariage de Sophie a coûté 30 000 €. Je connais le montant exact parce que j'en ai payé la plus grande partie. Elle voulait la robe d'une de ses boutiques de luxe près des Champs-Élysées, la réception dans un château en Normandie, le photographe qui avait travaillé avec des célébrités. « C'est mon jour spécial, maman », disait-elle chaque fois que je suggérais quelque chose de plus modeste. J'en rêve depuis que je suis toute petite. J'ai fait des heures supplémentaires pendant 2 ans pour réaliser ces rêves. J'ai développé de l'arthrite dans les mains à cause des mouvements répétitifs à l'usine d'emballage où j'avais pris un 2e emploi. Mes articulations gonflaient tellement certains soirs que je ne pouvais pas tenir un stylo pour signer les chèques des prestataires. Mais je l'ai fait quand même, parce que n'est-ce pas ce que font les mères? Le discours de remerciement à la réception a mentionné tout le monde. Ses nouveaux beaux-parents, ses amis de fac, ses copines, la météo, l'orchestre, les fleurs. Robert et moi avons eu droit à un bref clin d'œil en tant que les parents qui ont rendu cela possible. Comme si nous étions des entrepreneurs plutôt que les personnes qui avaient versé les économies de toute une vie pour réaliser son conte de fées.
Quand les petits-enfants ont commencé à arriver, je suis devenue la nounou attitrée. Pas la grand-mère adorée qui pouvait les gâter et les rendre. La garde d'enfants non rémunérée qui devait être disponible à chaque fois que nécessaire. La crèche de Sarah coûte 800 € par mois, expliquait Sophie. Pourrais-tu la garder juste les mardis et jeudis? Ça nous ferait économiser tellement d'argent. Les mardis et jeudis sont devenus du lundi au vendredi quand Sophie a décidé de reprendre le travail à plein temps. Mes propres projets de retraite se sont évaporés alors que je me retrouvais à courir, après un bambin dans mon appartement, à sécuriser des placards que je n'avais pas ouverts depuis des années, à remplacer mes matinées calmes par des dessins animés et des gâteaux secs. « Maman, tu es si douée avec les enfants, » disait Sophie, comme si c'était un compliment plutôt qu'une condamnation à perpétuité. Sarah adore passer du temps avec sa mamie. Est-ce que Sarah adorait ça? Ou avait-elle simplement appris, comme le font les enfants, que la maison de mamie était l'endroit où on la garait quand tout le monde était trop occupé? Je l'aimais désespérément, mais je pleurais aussi la grand-mère que je n'ai jamais pu être, celle qui pouvait dire non, qui pouvait avoir son propre emploi du temps, qui pouvait gâter plutôt que de discipliner. Les jumeaux de Mathieu sont arrivés ensuite. Emma et Léo, nés 6 semaines avant terme et nécessitant une attention constante. Laura a repris son travail dans la finance après 12 semaines. L'entreprise de marketing de Mathieu était trop exigeante pour qu'il prenne un congé paternité. Devinez qui est devenu la solution? J'avais 72 ans. Je faisais face à mes propres problèmes de santé, hypertension, un début d'ostéoporose, une fatigue chronique que je cachais à tout le monde. Mais chaque matin à 6h30, je prenais le bus pour leur maison à Vincennes. Je nourrissais les bébés, je changeais les couches, je faisais la lessive, je préparais les repas, et je maintenais tant bien que mal ma propre maison quand je me traînais chez moi le soir. Les demandes financières n'ont jamais cessé de croître. Le crédit immobilier de Mathieu, les réparations de la voiture de Sophie, les cadeaux de Noël pour tout le monde, parce que ce ne serait pas juste si les enfants n'avaient rien de la part de mamie. Les fournitures scolaires, l'équipement de sport, les frais de colonie de vacances, les vacances en famille auxquelles je n'étais pas invitée mais que j'aidais d'une manière ou d'une autre à financer. Je tenais un carnet, des pages et des pages de prêts qui n'ont jamais été remboursés, de dépenses que j'ai couvertes, d'argent qui a disparu dans la vie de mes enfants comme de l'eau dans le sable. Quand Robert est mort il y a 5 ans, ils n'ont rien hérité parce que tout avait déjà été donné. L'argent de l'assurance vie qui était censé assurer mes vieux jours avait été dépensé pour leurs urgences, leurs rêves, leur vie confortable. À l'enterrement, ils ont tous les deux parlé magnifiquement de leur père. Mathieu a parlé des leçons que Robert lui avait apprises sur le travail et l'intégrité. Sophie a partagé des souvenirs d'histoire du soir et d'aventures du week-end. Ils ont dépeint l'image d'un père de famille dévoué qui avait vécu une vie riche et pleine. Ils n'ont jamais mentionné qu'il était mort en s'inquiétant pour l'argent. Ils n'ont jamais parlé du fait qu'il avait travaillé jusqu'à ce que son corps lâche, parce que nous ne pouvions pas nous permettre qu'il s'arrête. Ils n'ont jamais reconnu que sa vie riche et pleine avait été entièrement passée au service des rêves des autres. Mais je me suis convaincue que leur gratitude était implicite, même si elle n'était pas exprimée. Je me disais que dans une famille, on ne compte pas les points, que l'amour est sa propre récompense, qu'un jour ils apprécieraient tout ce que j'avais fait. Je me racontais encore ces mensonges quand je suis tombée dans ma cuisine et que j'ai découvert à quel point je comptais peu quand ils avaient d'autres priorités. L'opération s'est bien passée, a dit le médecin. Des broches et des vis tiendraient ma hanche en place pendant que l'os guérissait. J'aurais besoin de kinésithérapie, d'aide pour les activités quotidiennes, de quelqu'un pour prendre de mes nouvelles régulièrement. L'assistante sociale m'a de nouveau interrogée sur mes contacts d'urgence, mon réseau de soutien, ma famille. Ce sont des gens très occupés, me suis-je surprise à dire, comme si leur absence était une source de fierté plutôt que de honte. Des carrières réussies, de jeunes familles, vous comprenez? Elle a hoché la tête poliment, mais j'ai vu quelque chose vaciller dans ses yeux. De la reconnaissance, peut-être, ou de la pitié. Combien de fois avait-elle entendu des variations de cette même histoire? Mathieu est bien venu à l'hôpital, finalement. 3 jours après mon opération,
Il est apparu dans ma chambre avec un petit bouquet de fleurs de la boutique de l'hôpital. Toujours en tenue de travail, consultant son téléphone toutes les quelques minutes, marquant clairement le temps jusqu'à ce qu'il puisse partir sans se sentir coupable. « Comment te sens-tu, maman? »« Mieux. Les antidouleurs aident. »« Bien, bien. Écoute, Laura voulait que je te demande. Quand tu rentreras, tu penses que tu pourras quand même garder les jumeaux jeudi? » Sa mère rend visite à sa sœur à Nice, alors on n'a pas vraiment de solution de rechange. Je l'ai dévisagé. Mon corps de 76 ans était maintenu par des pièces métalliques. Je ne pouvais pas marcher sans déambulateur. Je prenais des médicaments qui me donnaient des vertiges et la nausée, et il me demandait si je pouvais reprendre mon travail non rémunéré le plus tôt possible. Mathieu, je ne peux même pas aller à mes propres toilettes en ce moment. Il a eu la décence d'avoir l'air embarrassé. Oui, bien sûr. Je pensais juste que peut-être dans quelques semaines, quand tu te sentirais plus forte. Peut-être. On verra. Mais à l'intérieur, quelque chose changeait. Quelque chose de froid et de clair se cristallisait dans ma poitrine. J'avais passé 50 ans à dire oui à tout ce qu'il demandait. Oui à l'argent, oui au temps, oui au report perpétuel de mes propres rêves. Qu'est-ce que tout cet accord m'avait rapporté? Un fils qui considérait mon urgence médicale comme un inconvénient pour son agenda social. Sophie est venue une fois, apportant une corbeille de fruits que je ne pouvais pas manger, parce que les antidouleurs donnaient un goût de métal à tout. Elle s'est assise dans le fauteuil en vinyle inconfortable, faisant défiler son téléphone et parlant de tout et de rien. De la philosophie de son professeur de yoga et de la dernière sélection de son club de lecture. La maison va paraître si vide sans papa, ai-je dit, espérant créer un lien avec elle sur quelque chose de réel. Oh maman, tu devrais commencer à penser à déménager pour plus petit de toute façon. Cet appartement est beaucoup trop grand pour toi toute seule, et Montreuil devient si cher. As-tu regardé les résidences pour seniors? Certaines sont vraiment bien maintenant, comme des petites communautés avec des activités et tout. Une résidence pour seniors. Traduction? Un endroit où je pourrais être parquée avec d'autres personnes âgées incommodantes pour que ma famille n'ait plus à penser à moi. J'ai vécu dans cet appartement pendant 43 ans. Je sais, mais n'est-ce pas logique d'être quelque part avec des gens de ton âge? Ou quelqu'un peut t'aider si tu tombes à nouveau? Si tu tombes à nouveau. Pas quand vous viendrez me voir. Pas quand nous prendrons de tes nouvelles. Quand tu tomberas à nouveau, parce que de toute évidence, la prochaine fois, je tomberai seule aussi. La convalescence a été brutale. Les mouvements qui étaient autrefois automatiques sont devenus des défis monumentaux. S'habiller prenait 40 minutes. Prendre une douche nécessitait une chaise en plastique et une douchette, et plus d'énergie que je n'en dépensais autrefois pour une journée entière de ménage. La kinésithérapie était douloureuse, et les progrès se mesuraient en infimes avancées. Aujourd'hui, je pouvais marcher jusqu'à la boîte aux lettres. Demain, peut-être jusqu'au coin de la rue. Mais le plus difficile était le silence. Mon téléphone, qui sonnait constamment avec des demandes et des exigences, ne faisait presque plus de bruit. Personne n'avait besoin de moi, car je n'avais plus rien à donner. Les jumeaux étaient maintenant dans une crèche privée coûteuse, dont Mathieu se plaignait, mais qu'il pouvait se permettre. Sophie a engagé une femme de ménage et a commencé à se faire livrer ses courses. La vie continuait parfaitement bien sans moi. J'ai commencé à comprendre que ma valeur pour ma famille avait été entièrement transactionnelle. J'étais utile tant que je pouvais fournir du travail gratuit et une aide financière. Une fois que je suis devenue celle qui avait besoin d'aide, je suis devenue invisible. La solitude était écrasante. Je m'asseyais près de ma fenêtre, regardant la rue, observant les gens passer avec un but et une destination. Des adolescents se rendant à l'école, des parents poussant des poussettes, des couples de personnes âgées s'aidant mutuellement à naviguer sur le trottoir inégal. Tout le monde appartenait à un endroit, était nécessaire à quelqu'un, comptait pour quelqu'un, sauf moi. Mon 76e anniversaire est arrivé 8 semaines après l'opération. Je l'attendais avec impatience, imaginant peut-être une petite célébration, la famille réunie pour marquer non seulement une autre année de vie, mais aussi ma guérison, ma survie à quelque chose qui aurait pu me tuer. J'ai attendu toute la journée que le téléphone sonne. À 16 heures, Sophie a envoyé un texto. « Joyeux anniversaire, maman. Désolée, on est débordé aujourd'hui. On remet le dîner à plus tard? »
Bisous. Le message de Mathieu est arrivé 1 heure plus tard. J'espère que tu passes une super journée. On s'appelle bientôt. C'était tout. La somme totale de reconnaissance pour 76 ans d'existence, 50 ans de maternité, une vie de sacrifice, de service et d'amour. Je me suis assise dans mon fauteuil relax, le seul meuble qui ne faisait pas mal à ma hanche en convalescence, et j'ai pleuré. Pas les douces larmes de la tristesse, mais les sanglots durs et colériques de quelqu'un qui comprend enfin qu'on s'est joué d'elle. Ce soir-là, je les ai appelés tous les deux. « Il faut que je vous parle », ai-je dit à Mathieu. À tous les deux. Ensemble. Tout va bien. Maman? Tu as l'air contrariée. Je suis contrariée. Pouvez-vous passer demain soir? Tous les deux? Eh bien, j'ai ce dîner avec un client et Laura a son cours de pilates. Annulé. Quelque chose dans ma voix a dû les alerter car il n'a pas discuté. D'accord. Oui, on sera là. La conversation que j'avais évitée pendant des décennies allait enfin avoir lieu. J'ai passé toute la journée à préparer ce que je voulais dire, comment je voulais le dire, ce que je voulais qu'ils comprennent. J'ai nettoyé l'appartement du mieux que je pouvais, j'ai fait du café, j'ai sorti les bonnes tasses, celles que nous gardions pour les occasions spéciales qui n'arrivaient jamais assez souvent. Ils sont arrivés ensemble, l'air inquiet et légèrement dérangé. Sophie avait son sac de sport avec elle, prévoyant clairement de partir le plus tôt possible. Mathieu n'arrêtait pas de regarder son téléphone. « Asseyez-vous », ai-je dit. Ils se sont assis sur mon vieux canapé, ressemblant à des enfants convoqués dans le bureau du directeur. « Je veux parler de mon anniversaire. »« Oh maman, on est vraiment désolé pour ça », s'est empressée de dire Sophie. C'était juste une journée de folie, et on pensait qu'on pourrait faire quelque chose ce week-end à la place. Je veux parler des 50 dernières années. Ils avaient l'air confus. Je veux parler de chaque euro que je vous ai donné, de chaque heure où j'ai gardé vos enfants, de chaque sacrifice que j'ai fait, de chaque fois que j'ai fait passer vos besoins avant ma propre santé, mon propre bonheur, mon propre avenir. Mathieu s'est agité, mal à l'aise. « Maman, nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu as fait. L'êtes-vous vraiment? » La question flottait dans l'air comme de la fumée. « Êtes-vous reconnaissant? » Parce que lorsque je me suis cassé la hanche et que je vous ai appelé en pleine agonie, effrayée et seule, tu m'as dit d'envoyer un message si je mourais. Quand j'étais à l'hôpital, tu m'as demandé si je pouvais encore garder tes enfants. Pour mon anniversaire, le premier anniversaire depuis la mort de votre père, le premier anniversaire après avoir failli mourir, vous avez tous les deux oublié. On n'a pas oublié, a protesté Sophie. On était juste. Occupés. Oui. Vous êtes toujours occupé quand il s'agit de moi, mais jamais trop occupé pour demander de l'argent. Jamais trop occupé pour demander des services. Jamais trop occupé pour vous attendre à ce que je résolve vos problèmes et finance vos rêves. J'ai sorti le carnet que je tenais. Des pages et des pages de comptes. 45 000 euros, ai-je dit. C'est ce que je vous ai donné à tous les deux au cours des 10 dernières années, sans compter la garde d'enfants gratuite, les frais de l'école de commerce, le mariage, l'aide pour l'apport immobilier, les dépenses quotidiennes que j'ai couvertes. 45 000 euros que Robert et moi avions économisés pour notre retraite, pour les urgences, pour un avenir que nous n'avons jamais pu voir. Ils étaient assis en silence, abasourdis. J'ai travaillé jusqu'à 74 ans parce que nous n'arrêtions pas de donner notre argent. Votre père a travaillé jusqu'à ce que son corps lâche parce que nous ne pouvions pas nous permettre qu'il s'arrête. Et qu'avons-nous obtenu en retour? Des petits-enfants que nous voyons à peine, sauf quand vous avez besoin d'une nounou. Des enfants qui ne prennent pas la peine de venir nous voir quand nous sommes malades. Une famille qui nous traite comme un distributeur de billets plutôt que comme des êtres humains. Ce n'est pas juste, a dit Mathieu, mais sa voix manquait de conviction. Ah non? Quand est-ce que l'un de vous m'a appelé pour la dernière fois juste pour prendre de mes nouvelles? Pas pour demander quelque chose. Pas parce que vous aviez besoin d'un service, mais juste parce que vous vous demandiez comment j'allais? Aucun d'eux n'a répondu. Quand est-ce que vous m'avez invité à dîner chez vous pour la dernière fois? Quand est-ce que vous m'avez incluse dans vos projets pour la dernière fois? Quand est-ce que vous m'avez fait sentir pour la dernière fois que je comptais pour vous en tant que personne plutôt qu'en tant que ressource? Sophie s'est mise à pleurer.
Des larmes silencieuses et coupables qui m'auraient peut-être émue autrefois, mais qui me semblaient maintenant manipulatrices. « On t'aime, maman », a-t-elle murmuré. « Vraiment. Où est-ce que vous aimez ce que je peux faire pour vous ?» Je me suis levée, ma hanche protestant mais mon dos droit. J'ai 76 ans. Il me reste peut-être 10 ou 15 bonnes années, si j'ai de la chance. Je refuse de les passer à être traitée comme une employée de maison par mes propres enfants. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» a demandé Mathieu, même si je pense qu'il le savait déjà. « Ça veut dire que la banque est fermée. Plus de prêts, plus de cadeaux, plus de sauvetage d'urgence. Ça veut dire plus de babysitting gratuit, sauf si c'est parce que je veux passer du temps avec mes petits-enfants, pas parce que vous avez besoin d'un service. Ça veut dire que vous devez décider si vous voulez une relation avec moi ou juste un accès à mes services. »« Tu es ridicule, » a dit Mathieu, son ton se durcissant. La famille s'entraide. C'est comme ça que ça marche. La famille s'entraide, en effet. Dans les deux sens. Avec amour, respect et considération. Pas seulement quand ça arrange. Je me suis dirigée vers la porte, le signal universel que la conversation était terminée. J'ai besoin de temps pour réfléchir au genre de relation que nous avons et au genre de relation que je veux à l'avenir. Peut-être que vous devriez y réfléchir aussi. Ils sont partis, confus et en colère, se disputant dans le couloir pour savoir ce qui m'avait pris, à qui était la faute, à quel point j'étais déraisonnable. J'ai écouté leur voix s'estomper pendant qu'ils attendaient l'ascenseur, déjà en train d'élaborer une stratégie sur la façon de gérer leur mère soudainement non coopérative. Pour la première fois depuis des décennies, je me fichais de ce qu'ils pensèrent de moi. Les semaines suivantes furent les plus solitaires de ma vie, et aussi les plus paisibles. Mon téléphone ne sonnait pas avec des exigences et des demandes. Personne n'avait besoin de moi pour résoudre ses problèmes ou financer ses urgences. J'étais complètement seule avec moi-même, peut-être pour la première fois depuis mes 19 ans. C'était terrifiant. Je m'étais définie comme une mère, une donatrice, une solutionneuse de problèmes pendant si longtemps que je ne savais pas qui j'étais quand personne n'avait besoin de moi. J'errais dans mon appartement comme un fantôme, prenant des livres que je n'avais jamais eu le temps de lire, regardant un chevalet que Robert m'avait acheté il y a des années et que je n'avais jamais touché, fixant des brochures de voyage que j'avais collectionnées mais jamais exploitées. Qui était Jacqueline quand elle ne s'occupait pas de tout le monde? J'ai commencé petit. J'ai lu un livre entier d'une traite, quelque chose que je n'avais pas fait en 30 ans. J'ai regardé les films que je voulais voir au lieu de dessins animés. J'ai fait des courses pour une personne et cuisiné des plats que j'aimais au lieu de nourriture adaptée aux enfants. J'ai pris des bains en plein après-midi juste parce que l'eau chaude faisait du bien à mes os en guérison. C'était à la fois égoïste, étrange et merveilleux. Mais le plus dur était la colère. Une fois que j'ai arrêté de trouver des excuses au comportement de mes enfants, une fois que j'ai arrêté de rationaliser leur négligence comme étant de l'occupation ou leur demande comme de la loyauté familiale, j'ai dû affronter la vérité. Ils s'étaient servis de moi. Pendant des années, peut-être des décennies, les preuves étaient accablantes une fois que j'ai cessé de détourner le regard. La façon dont ils n'appelaient que lorsqu'ils avaient besoin de quelque chose. La façon dont ils faisaient des plans autour de moi plutôt qu'avec moi. La façon dont ils m'avaient assigné le rôle de servante de la famille et s'attendaient à ce que je sois reconnaissante pour ce privilège. J'étais en colère contre eux, mais j'étais encore plus en colère contre moi-même. Pour l'avoir permis, pour l'avoir encouragé, pour avoir confondu l'exploitation avec l'amour, pour leur avoir appris que ma valeur se mesurait à mon utilité plutôt qu'à mon humanité. 3 semaines après le début de mon exil auto-imposé du drame familial, ma voisine, Madame Ribeiro, a frappé à ma porte. Elle tenait une casserole de soupe maison et portait l'expression inquiète que j'avais vue à travers son Judas le jour de ma chute. « Ma petite », dit-elle avec son chaleureux accent portugais. « Ça va? Je ne te vois plus beaucoup ces derniers temps. Madame Ribeiro et moi étions des connaissances de palier depuis des années. Le genre de voisine qui se sourit et se salue, mais ne se connecte jamais vraiment. Elle avait à peu près mon âge, veuve comme moi, bien que son mari soit décédé beaucoup plus récemment. J'avais eu l'intention de lui présenter mes condoléances, mais j'avais été trop ensevelie sous mes propres obligations familiales pour le faire. « Je vais bien, merci. » Juste.
en convalescence. De la chute? Ou de quelque chose d'autre? Sa perspicacité m'a surprise. Je l'ai fait entrer, et elle s'est installée confortablement à ma table de cuisine comme si elle était chez elle. « Tu veux en parler ?» a-t-elle demandé. Et soudain, j'en avais envie. Je lui ai tout raconté. L'appel téléphonique, l'anniversaire, les décennies d'exploitation financière, la prise de conscience que mes enfants me voyaient comme une ressource plutôt que comme une personne. Elle a écouté sans jugement, hochant la tête en signe de reconnaissance à des moments de mon histoire qui résonnaient clairement avec sa propre expérience. « Ma fille vit à Lyon », a-t-elle dit quand j'ai eu fini. Elle appelle tous les dimanches, mais c'est toujours pour parler de son divorce, du stress de son travail, de ses problèmes avec son ex-mari. J'écoute pendant 1 heure et puis elle dit qu'elle doit y aller. Elle ne demande jamais comment je vais. Elle ne pose jamais de questions sur ma vie. Penses-tu que nous les avons élevés pour qu'ils soient comme ça? Peut-être. Nous leur avons tout donné, alors ils ont appris à tout attendre. Mais ça ne veut pas dire que nous devons continuer à donner. Madame Ribeiro, Carmen, m'a-t-elle dit de l'appeler, a commencé à passer régulièrement. Nous buvions du café et parlions de nos vies, de nos déceptions, de nos rêves. Elle avait été institutrice pendant 35 ans, adorait danser la salsa, voulait visiter l'Espagne un jour. Elle était drôle, intelligente et avait un avis sur tout, de la politique locale au feuilleton télévisé. J'ai réalisé que j'avais été si occupée à être une mère et une grand-mère que j'avais oublié comment être une amie. Grâce à Carmen, j'ai rencontré d'autres femmes de l'immeuble, d'autres voisines que j'avais saluées pendant des années sans vraiment les voir. Maria du 3B, qui faisait des pastilles de nata incroyables et apprenait à peindre. Hélène du premier étage, qui cultivait des herbes sur le rebord de sa fenêtre et savait tout sur tout le monde dans un rayon de 6 pâtés de maison. Rose, la grand-mère italienne qui faisait encore ses propres pâtes et racontait des histoires qui nous faisaient pleurer de rire. Nous avons commencé à nous réunir tous les jeudis après-midi, juste un rassemblement informel dans la petite cour de l'immeuble, si le temps le permettait, ou dans l'appartement de quelqu'un quand il faisait froid. Nous nous appelions les dames du jeudi, bien que nous n'étions en réalité que des femmes seules qui s'étaient trouvées. Pour la première fois depuis des décennies, j'avais des amis, des personnes qui appréciaient ma compagnie pour ce qu'elle était, qui n'avaient besoin de rien de ma part au-delà de la conversation et de la camaraderie. Des personnes qui partageaient leurs propres histoires et écoutèrent les miennes. Des personnes qui me voyaient comme Jacqueline, pas comme maman, mamie ou le portefeuille. C'était révolutionnaire. Mathieu a appelé 6 semaines après notre confrontation. Sa voix était soigneusement neutre, comme s'il suivait un script que quelqu'un l'avait aidé à écrire. « Salut maman, comment te sens-tu? » « Je vais bien, merci. »« Bien. C'est bien. Écoute, on se demandait si tu voudrais venir dîner dimanche. Laura prépare ce rôti que tu aimes bien. C'était une branche d'olivier, je le savais. Une tentative timide de restaurer l'ancienne dynamique sans vraiment reconnaître ce qui n'allait pas. C'est très gentil, mais j'ai des projets. Des projets? Je pouvais entendre la surprise dans sa voix. Quand avais-je jamais eu des projets qui ne tournaient pas autour de leurs emplois du temps? Je dîne avec des amis. Oh, eh bien, peut-être le week-end prochain? Peut-être. Je te tiendrai au courant. Il y a eu une longue pause. Il essayait probablement de comprendre quelles règles invisibles avaient changé. Comment naviguer avec cette nouvelle version de sa mère qui avait des opinions, des limites et un agenda social. Tu nous en veux toujours? La question m'a prise au dépourvu. Non pas parce que je ne m'y attendais pas, mais à cause de l'hypothèse sous-jacente, que je faisais une sorte de caprice temporaire qui finirait par passer, nous ramenant au statu quo confortable. Je ne suis pas en colère, Mathieu. J'ai changé. Changé comment? Je ne suis plus disponible pour la relation que nous avions avant. Si vous voulez un nouveau type de relation, nous pouvons parler de ce à quoi cela pourrait ressembler. Je ne comprends pas pourquoi tout doit changer. Parce que l'ancienne manière ne me convenait pas. Une autre pause. Les jumeaux demandent après toi. Emma n'arrête pas de demander quand mamie va venir. C'était du chantage affectif, à peine déguisé. Utiliser mon amour pour mes petits-enfants pour me manipuler afin que je reprenne du service.
Dis à Emma que je l'aime. Dis-lui que mamie apprend à mieux prendre soin d'elle pour pouvoir être une meilleure grand-mère. Elle a 4 ans, maman. Elle ne comprend pas le langage de thérapie. Alors dis-le lui avec les mots qui fonctionnent pour une enfant de 4 ans. Mais ne l'utilise pas pour me faire sentir coupable de poser des limites. La conversation s'est terminée maladroitement, avec des promesses de se reparler bientôt que nous savions tous les deux n'être pas entièrement sincères. Je me sentais triste, mais aussi étrangement fière de moi. J'avais tenu bon sans être cruelle, posé des limites sans couper les ponts. Reste à voir s'il choisirait de respecter ses limites. Sophie a été moins diplomate dans son approche. Elle est arrivée à l'improviste un samedi matin, espérant clairement me surprendre dans un moment de faiblesse. « Maman, c'est ridicule », a-t-elle dit en me bousculant pour entrer dans l'appartement. « Tu nous punis de nous soucier de toi. Vous souciez de moi ? Oui. On s'inquiète pour toi tout le temps. Vivant seul dans ce vieil immeuble, vieillissant, ayant des accidents. On pense que tu devrais être dans un endroit plus sûr. Voilà encore la suggestion que je devais être relogée pour mon propre bien, résolvant commodément leur problème d'avoir une mère vieillissante qui nécessitait de l'attention. Je ne punis personne. Je ne me laisse tout simplement plus abuser. Abuser ? Maman, on est une famille. Les familles s'entraident. Oui, c'est vrai. Dans les deux sens. Quand est-ce que tu m'as aidé avec quelque chose pour la dernière fois ? Elle semblait vraiment confuse par la question, comme si le concept que j'ai besoin d'aide qui ne soit pas lié à sa convenance ne lui était jamais venu à l'esprit. On t'a aidé après ton opération. Tu m'as rendu visite une fois à l'hôpital et tu m'as demandé quand je pourrais garder tes enfants à nouveau. Ce n'est pas. On s'inquiétait pour toi ? Vraiment ? Ou étiez-vous inquiet de la perturbation de votre routine ? Je la voyais se frustrer, retombant dans de vieux schémas de manipulation qui avaient toujours fonctionné auparavant. Je ne comprends pas ce qui t'a pris. Depuis que papa est mort, tu es différente. Peut-être que tu devrais parler à un professionnel de ton deuil. C'était magistralement fait. Recadrer ma nouvelle fermeté comme un symptôme de maladie mentale. Quelque chose à traiter plutôt qu'à respecter. Mon deuil n'est pas le problème, Sophie. Mon deuil m'a appris que la vie est courte et que je ne veux pas gaspiller ce qu'il me reste à être maltraitée par des gens qui prétendent m'aimer. Mais on t'aime. Alors montrez-le-moi. Pas avec des mots, mais avec des actes. Appelez-moi parce que vous voulez me parler, pas parce que vous avez besoin de quelque chose. Incluez-moi dans votre vie parce que vous appréciez ma compagnie, pas parce que vous avez besoin de main-d'œuvre gratuite. Traitez-moi comme une personne dont les sentiments comptent, pas comme un appareil qui existe pour votre commodité. Elle est partie en colère, marmonnant que j'étais impossible et déraisonnable. Mais j'ai remarqué qu'elle n'a pas contesté mes points spécifiques. Elle n'a pas nié que leur contact avec moi était principalement transactionnel. Elle n'aimait tout simplement pas que je l'aie remarqué. Le véritable test est venu 1 mois plus tard, quand Mathieu a appelé en panique. « Maman, on a une urgence. Le père de Laura a eu une crise cardiaque et on doit prendre l'avion pour Phoenix immédiatement. Peux-tu garder les jumeaux? S'il te plaît? On n'a personne d'autre. » C'était exactement le genre de crise qui m'aurait fait accourir par le passé, sans poser de questions, mes propres besoins oubliés face à leur urgence. « Je suis désolée pour le père de Laura », ai-je dit, et je le pensais sincèrement. Combien de temps aurais-tu besoin que je les garde? 3 jours, peut-être 4. Je sais que c'est beaucoup demandé. C'est beaucoup demandé, et je ne peux pas le faire. Comment ça, tu ne peux pas le faire? Je veux dire que je ne peux pas et ne veux pas garder tes enfants pendant 4 jours sans préavis pendant que vous gérez votre urgence. Ce n'est pas le rôle d'une grand-mère, ça, c'est le rôle des parents. Mais maman, on n'a pas. Vous avez des options. Vous avez de l'argent pour une garde d'enfants d'urgence. Laura a des amis, tu as des amis. Débrouillez-vous comme le font les autres adultes. Vas-tu sérieusement laisser tes petits-enfants souffrir parce que tu fais une sorte de crise de la quarantaine? L'accusation m'a piqué parce qu'elle était conçue pour ça. Mais j'avais appris à reconnaître la manipulation quand je l'entendais. Mes petits-enfants ne souffriront pas de passer quelques jours avec des professionnels qualifiés. Ils pourraient même apprécier de rencontrer de nouvelles personnes et de vivre de nouvelles expériences.
C'est de la folie, maman. Tu aimes ces enfants. Je les aime. C'est exactement pourquoi je ne continuerai pas à leur montrer que les grands-mères existent pour résoudre les problèmes de tout le monde. Je veux qu'ils grandissent en sachant que les personnes âgées méritent respect et considération, pas seulement utilité. Il m'a raccroché au nez. Plus tard, j'ai appris par Carmen, qui avait développé un impressionnant réseau de renseignements de quartier, qu'ils avaient engagé un service de nounou et géré la crise sans problème. Le père de Laura s'est rétabli. Les jumeaux avaient apparemment apprécié leur nounou temporaire, qui jouait à des jeux qu'ils n'avaient jamais vus auparavant et leur apprenait des chansons en espagnol. Personne n'est mort de mon refus de tout laisser tomber pour résoudre leurs problèmes. Mais quelque chose en moi avait l'impression de mourir. La vieille Jacqueline qui se définissait par le sacrifice et le service. Je la pleurais parfois, cette femme qui trouvait un but en étant nécessaire, même si ce besoin était de l'exploitation. Elle avait été épuisée et peu appréciée, mais elle n'avait jamais été incertaine de son rôle dans le monde. Cette nouvelle Jacqueline était encore en train de se découvrir. La transformation n'était pas seulement intérieure. J'ai commencé à apporter des changements à mon environnement physique aussi, en me réappropriant des espaces qui avaient été colonisés par les besoins de ma famille. La chambre d'amis qui avait été installée en permanence comme une chambre de bébé a été transformée en atelier d'art. J'ai acheté du vrai matériel d'art, du bon papier, des peintures de qualité, des pinceaux qui ne venaient pas du magasin à 1 euro. Je me suis inscrite à un cours d'aquarelle au centre social et j'ai découvert que j'avais un œil pour la couleur et la composition. Ma première peinture était terrible, une coupe de fruits de travers qui semblait fondre. Mais c'était la mienne. J'avais créé quelque chose pour la pure joie de la création, pas parce que quelqu'un en avait besoin. La deuxième peinture était meilleure. La troisième montrait une réelle promesse. À la 10e, je commençais à entrevoir des éclairs de vrai talent. Tu devrais participer à l'exposition d'art du centre social, a suggéré Carmen un jeudi après-midi, alors qu'elle admirait ma dernière tentative. Une scène de rue de notre quartier, peinte de mémoire et avec affection. Oh non, je ne suis pas assez bonne pour ça. Qui a dit ça? Tu es meilleure que la moitié des gens que je vois vendre des peintures dans le parc. L'idée me terrifiait et m'excitait à la fois. Quand avais-je fait quelque chose juste pour moi pour la dernière fois? Quelque chose qui pouvait échouer? Quelque chose qui pouvait réussir? Quand avais-je pris un risque pour la dernière fois qui n'était pas entièrement calculé autour des besoins des autres? J'ai présenté 3 peintures à l'exposition. Elles n'ont remporté aucun prix, mais elles ont été exposées pendant 1 mois dans le hall du centre social, avec de petites pancartes qui disaient « Jacqueline Robert, artiste local ». Chaque fois que je voyais ces pancartes, je ressentais un frisson de fierté et de possibilité. Artiste local. Pas aide-soignante, pas ressources financières, pas solutionneuse de problèmes. Artiste. Qui l'eût cru? La relation avec mes enfants est restée tendue mais pas rompue. Mathieu appelait de temps en temps, des conversations gênantes où nous parlions de la pluie et du beau temps et évitions soigneusement de mentionner les changements dans notre dynamique. Sophie envoyait des messages occasionnels, des photos de sa fille, des nouvelles de son travail, des sujets sûrs qui ne nécessitaient aucun investissement émotionnel de notre part. C'était comme une guerre froide, tout le monde attendant de voir qui céderait le premier. La percée est venue d'une source inattendue, Emma, ma petite fille de 4 ans. Elle m'a appelée un soir, après avoir convaincu son père de composer mon numéro. « Mamie Jacqueline, tu me manques. » Mon cœur s'est fendu. « Tu me manques aussi, ma chérie. Papa dit que tu es malade, et c'est pour ça que tu ne peux plus venir jouer avec nous. » J'ai fermé les yeux, sentant une vague de colère familière face à la simplification excessive de Mathieu. Mais Emma avait 4 ans. Elle méritait l'honnêteté à son niveau, pas le drame des adultes. Je ne suis pas malade, mon trésor. J'apprends juste à mieux prendre soin de moi. Comme quand tu apprends à faire tes lacets ou à faire du vélo, parfois, il faut s'entraîner à faire de nouvelles choses. Qu'est-ce que tu apprends? J'apprends à peindre des tableaux et à me faire de nouvelles amies. Et à dire non quand les gens me demandent de faire des choses qui sont trop difficiles pour moi. Je peux voir tes tableaux? Tu aimerais ça? Oui. Je peux venir te voir pour les regarder? J'ai regardé mon appartement, mon espace paisible et reconquis, qui n'accueillait plus constamment le chaos des autres. J'ai pensé aux dames du jeudi,
qui adorerait probablement rencontrer Emma. J'ai pensé à mon matériel d'art, qu'une enfant curieuse pourrait aimer explorer. Oui, tu peux venir, mais juste toi et maman ou papa, pas pour que je te garde. Pour une visite. Pour passer du temps ensemble parce qu'on s'aime. C'est quoi la différence? Quand on rend visite, tout le monde s'amuse. Quand on garde un enfant, seulement certaines personnes s'amusent. Elle n'a pas tout à fait compris, mais elle a accepté avec enthousiasme une visite. J'entendais Mathieu en arrière-plan, essayant probablement de trouver comment transformer cela en quelques heures de garde d'enfants gratuite. Mais quand ils sont venus le samedi suivant, quelque chose était différent. Mathieu est resté. Il a regardé mon appartement avec curiosité plutôt qu'avec jugement, remarquant les changements que j'avais faits, les peintures sur les murs, les fleurs fraîches sur la table. « Tu as été bien occupé ?» a-t-il dit. « Oui, en effet. » Emma était enchantée par mon matériel d'art et a passé 1 heure à créer son propre chef-d'œuvre. Une maison aux couleurs de l'arc-en-ciel, avec des personnages en bâton debout à l'extérieur. Elle a bavardé sur l'école et ses amis, et m'a montré une dent qui bougeait et qui la rendait folle. Pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression que nous avions une vraie visite plutôt qu'une transaction. Emma était là parce qu'elle voulait me voir. Mathieu était présent et engagé plutôt que distrait par son téléphone. Personne ne m'a demandé d'argent, de services ou de solutions à leurs problèmes. C'était charmant. Au moment de partir, Mathieu s'est attardé près de la porte. « Maman, je sais que les choses ont été bizarres entre nous ces derniers temps. C'est une façon de le dire. J'ai réfléchi à ce que tu as dit, sur le respect et d'autres choses. J'ai attendu. Peut-être qu'on pourrait essayer de dîner à nouveau un de ces jours. Juste dîner, pas? Je ne sais pas, sans te demander quoi que ce soit. Juste passer du temps ensemble. Ça me plairait. D'accord. Je t'appelle la semaine prochaine? Je répondrai si je suis libre. » C'était un petit pas, mais il semblait significatif. Pas un retour aux anciens schémas, mais peut-être le début de quelque chose de nouveau. Sophie a mis plus de temps à se faire à l'idée. Sa fierté était plus blessée, son sentiment que tout lui était dû plus ancré. Mais finalement, elle a commencé à envoyer des messages plus longs, posant des questions sur ma vie plutôt que de simples mises à jour sur la sienne. « Comment se passe ton cours de peinture ?» a-t-elle demandé un jour. « Très bien. Je travaille sur un paysage en ce moment. C'est super. J'aimerais bien le voir un de ces jours. Tu es la bienvenue. Je pourrais préparer le déjeuner. » C'était une petite invitation, mais elle l'a acceptée. La visite a été un peu maladroite. Nous naviguions toutes les deux en territoire inconnu, sans les vieux scénarios où elle avait besoin de quelque chose, et je le lui fournissais. Mais elle a admiré mes peintures sincèrement, et nous avons parlé de ce que je lisais, des endroits que je pensais visiter, des amis que je m'étais faite. Pour la première fois depuis des années, j'ai senti qu'elle me voyait comme une personne à part entière plutôt que juste comme sa mère. Ce n'était pas une transformation complète. Ils luttaient tous les deux encore avec les changements de limites, testant parfois pour voir si je reviendrais à mes anciens schémas. Sophie a un jour mentionné nonchalamment qu'elle était à court d'argent pour le loyer, attendant de voir si j'offrirais mon aide. Mathieu a appelé un matin pour me demander si je pouvais aller chercher les jumeaux à l'école parce que sa réunion se prolongeait. Chaque fois, je suis restée ferme, mais gentille. J'ai offert un soutien émotionnel concernant le stress financier de Sophie, sans offrir de solution financière. J'ai aidé Mathieu à réfléchir à des alternatives pour la garde d'enfants sans devenir son plan de secours. C'était épuisant d'une manière différente de l'ancien schéma. Au lieu de l'épuisement physique de trop en faire, c'était un épuisement émotionnel dû à une vigilance constante de mes propres limites. Mais c'était aussi valorisant. Je jouais enfin mon rôle de parent auprès de mes enfants adultes au lieu de les assister. Les dames du jeudi sont devenues mes points d'ancrage pendant cette transition. Elles comprenaient les complexités des relations familiales, la difficulté de changer des schémas qui s'étaient installés depuis des décennies. Carmen faisait face à des problèmes similaires avec sa fille à Lyon. Maria naviguait dans ses propres luttes avec un fils qui pensait que tout lui était dû. Hélène s'était complètement éloignée de l'un de ses enfants à cause de l'exploitation financière. Nous partagions des stratégies, nous offrions du soutien, nous célébrions les petites victoires et nous compatissions au revers. Aucune de nous n'avait de solution parfaite, mais nous nous avions les unes les autres.
La famille, ce n'est pas seulement le sang, a dit Rose un jeudi alors que nous étions assises dans la cour à regarder le soleil se coucher sur Montreuil. Ce sont les gens qui choisissent de s'aimer et de se respecter. J'ai regardé ces femmes qui étaient devenues si importantes pour moi, leurs mains usées tenant des tasses de café, leurs visages ridés animés par la conversation, leur cœur généreux qui avait trouvé de la place pour une amie de plus malgré des années de déception. Elles avaient raison. C'était aussi ça, la famille. Celle que j'avais choisie et qui m'avait choisie en retour. Ma relation avec ma famille biologique a continué d'évoluer lentement. Mathieu et Laura ont commencé à m'inclure occasionnellement dans leurs projets, non pas comme de la main-d'œuvre gratuite, mais comme de la compagnie. Nous sommes allés au cinéma ensemble, avons dîné dans un restaurant où personne ne s'attendait à ce que je cuisine ou fasse la vaisselle. Avons assisté au match de foot d'Emma et Léo, où j'étais la grand-mère qui applaudissait plutôt que la pourvoyeuse de goûter désignée. Sophie a commencé à appeler plus régulièrement, des conversations qui portaient de plus en plus sur un intérêt mutuel plutôt que sur un besoin unilatéral. Elle me parlait de son travail, de ses problèmes avec son propriétaire, de son anxiété à l'idée que sa fille entre à l'école. Je lui parlais de mes peintures, de mes amis, des livres que je lisais, des endroits que je voulais visiter. Nous apprenions à être des adultes ensemble, plutôt que d'être piégés dans la dynamique parent-enfant qui avait défini notre relation pendant 4 décennies. Les petits-enfants sont restés la partie la plus facile de la nouvelle dynamique. Emma et Léo adoraient venir visiter ma maison d'art, comme ils l'appelaient. Ils passaient des heures avec mon matériel, créant des projets élaborés pendant que je travaillais sur mes propres œuvres. Nous prenions le thé avec du vrai thé et des biscuits que j'avais vraiment pris plaisir à faire pour eux, plutôt que d'être obligée de les fournir. Ils ont commencé à me voir comme une personne avec des centres d'intérêt et des talents, plutôt que comme une simple prestataire de service. Emma a commencé à m'apporter des dessins de l'école. Léo a parlé à sa classe de sa grand-mère artiste. Ils apprenaient que les relations pouvaient être basées sur l'affection mutuelle et les intérêts partagés, plutôt que sur le besoin et l'obligation. Cela me donnait l'espoir qu'ils pourraient grandir pour avoir des relations plus saines avec leur propre future famille. Alors que ma première année de mise en place de limites touchait à sa fin, j'ai regardé en arrière avec étonnement les changements survenus. La femme qui gisait sur le sol de sa cuisine, désespérée d'obtenir de l'aide de la part d'enfants qui la considéraient comme jetable, me semblait être une personne entièrement différente. J'avais des amis qui célébraient mon anniversaire avec une fête surprise, avec des cartes faites à la main et un gâteau que Carmen avait cuisiné elle-même. J'avais des activités artistiques qui me mettaient au défi et m'enthousiasmaient. J'avais un agenda social qui nécessitait un vrai calendrier pour être suivi. J'avais de l'argent sur mon compte d'épargne pour la première fois depuis des décennies, parce que je ne sauvais pas constamment les autres de leurs urgences financières. Plus important encore, j'avais le respect de moi-même. L'appel téléphonique qui avait tout déclenché, Mathieu me disant de lui envoyer un texto si je mourais, piquait encore quand je m'en souvenais. Mais la piqûre était passée de la douleur aiguë de la trahison à la douleur sourde d'une leçon apprise. Cet appel avait été le catalyseur dont j'avais besoin pour enfin voir clair, pour cesser de trouver des excuses à un comportement inacceptable, pour m'estimer suffisamment pour exiger un meilleur traitement. D'une manière étrange, j'en étais presque reconnaissante. Presque. Je vivais toujours dans le même appartement à Montreuil, mais il me semblait complètement différent. Les murs arboraient mes peintures au lieu de vieilles photos de famille qui me rendaient triste. Les pièces servaient à mes intérêts au lieu de répondre aux besoins de tout le monde. Le silence était paisible au lieu d'être solitaire, parce que je l'avais choisi et que je pouvais le rompre quand je le voulais, en appelant une amie, en allant au centre social ou en m'emmenant dîner. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je vivais pour moi-même. Ce n'était pas égoïste, c'était nécessaire. On ne peut pas verser de l'amour d'une tasse vide, comme aimait à le dire Carmen. En apprenant à remplir ma propre tasse d'abord, j'avais plus d'amour authentique à offrir aux personnes qui le méritaient. Mes relations avec mes enfants étaient plus courtes maintenant, mais plus honnêtes. Mes relations avec mes petits-enfants étaient moins fréquentes, mais plus significatives. Mes relations avec mes amis étaient plus profondes et plus réciproques que tout ce que j'avais connu depuis des décennies. Je devenais la femme que j'aurais pu être si j'avais appris plus tôt dans la vie que ma valeur ne se mesurait pas à mon utilité pour les autres. Certains matins, je me réveillais et restais au lit quelques minutes de plus,
m'émerveillant du contentement tranquille que je ressentais. Aucune demande urgente n'attendait mon attention, aucun problème à résoudre avant que je puisse m'occuper de mes propres besoins. Aucune culpabilité pour les choix que je faisais ou les limites que je posais. Juste la paix. La femme qui s'était sacrifiée morceau par morceau pendant 50 ans apprenait enfin, à 77 ans, à vivre. Le printemps est arrivé à Montreuil avec le faste habituel des arbres en fleurs, de l'air plus doux et du réveil général du quartier après l'hibernation hivernale. J'avais prévu un voyage, mes premières vraies vacances depuis plus de 10 ans. Carmen et moi allions rendre visite à sa sœur au Portugal pendant une semaine. Nous le planifions depuis des mois, comparant les vols et les hôtels et faisant des listes de choses que nous voulions voir et faire. C'était révolutionnaire, cette idée de voyager pour le plaisir plutôt que par obligation. Quand étais-je allée quelque part pour la dernière fois parce que je le voulais plutôt que parce que quelqu'un avait besoin de moi là-bas? Le voyage était prévu pour fin avril. 2 semaines avant le départ, Mathieu a appelé. « Maman, je déteste te demander ça, mais serait-il possible que tu reportes ton voyage? La mère de Laura doit se faire opérer et on a vraiment besoin d'aide avec les jumeaux. Il y a 1 an, j'aurais annulé mes plans immédiatement. J'aurais absorbé la perte financière des billets et des cautions non remboursables, ravalé ma déception et réorganisé ma vie autour de leur urgence. Cette fois, je me sentais triste pour la mère de Laura, mais claire quant à ma réponse. Je suis désolée d'apprendre qu'elle doit se faire opérer. J'espère que tout se passera bien. Mais je ne peux pas reporter mon voyage. Tu ne peux pas ou tu ne veux pas? Les deux. J'ai pris un engagement envers mon ami et envers moi-même. Vous devrez trouver une autre solution. Maman, c'est la famille. Moi aussi. Et je me traite enfin comme faisant partie de la famille. Il est resté silencieux un moment, traitant cette nouvelle réalité où sa commodité n'était pas ma priorité absolue. On trouvera une solution, a-t-il finalement dit, et pour la première fois, il n'avait pas l'air en colère, juste résigné au fait que je n'étais plus son plan de secours automatique. Ils ont trouvé une solution. La sœur de Laura a pris quelques jours de congé. Ils ont engagé une babysitter pour les heures où aucun membre de la famille n'était disponible. Les jumeaux se sont adaptés à la routine temporaire sans traumatisme. La vie a continué sans mon martyre. Le Portugal était magnifique. Carmen et moi avons séjourné dans un petit hôtel de Lisbonne, marchant dans des rues pavées, mangeant une nourriture incroyable et écoutant du fado qui semblait s'échapper de chaque fenêtre et de chaque porte. J'ai peint des aquarelles de bâtiments colorés et de fleurs tropicales, capturant des couleurs que je n'avais jamais vues à Montreuil. Nous avons dansé avec des hommes locaux patients qui se moquaient que nous soyons vieilles et que nous ayons perdu la pratique. Nous avons ri jusqu'à en avoir mal aux côtes et partagé des histoires et des rêves que je n'avais jamais exprimés en dehors de ma propre tête. Pendant 7 jours, j'étais juste Jacqueline. Pas maman, pas mamie, pas solutionneuse de problèmes ou ressources financières. Juste une femme éprouvant de la joie et de la liberté avec une amie chère qui avait choisi de partager ses vacances avec moi. Je suis revenue à Paris renouvelée et encore plus engagée dans cette nouvelle vie que je construisais. Les changements dans mes relations familiales ont continué de s'approfondir et de se stabiliser. Mes enfants s'étaient adaptés aux nouvelles limites, pour la plupart. Ils avaient appris à demander plutôt qu'à exiger, à planifier plutôt qu'à présumer de ma disponibilité, à offrir plutôt qu'à attendre. Ce n'était pas parfait. Il y avait encore des moments de tension où les anciens schémas tentèrent de refaire surface. Mais il y avait aussi de réels progrès. Mathieu a commencé à appeler de temps en temps, juste pour discuter, partageant des histoires sur son travail ou me demandant mon avis sur des choses qui comptaient pour lui. Sophie m'a invitée à son club de lecture en tant qu'invitée, me présentant fièrement comme sa mère artiste. Les petits-enfants ont continué à venir régulièrement et ces visites étaient devenues les moments forts de ma semaine, une véritable construction de relations plutôt qu'une garde d'enfants obligatoire. Plus important encore, j'avais appris à faire confiance à mon propre jugement sur ce qui était sain et ce qui ne l'était pas. Je pouvais distinguer l'interdépendance familiale raisonnable des dynamiques familiales exploitantes. Je pouvais offrir de l'aide quand je le choisissais, sans me sentir obligée de résoudre tous les problèmes. Je pouvais recevoir de l'amour sans le payer par un service sans fin.
18 mois après mon opération de la hanche, j'étais une personne différente, vivant une vie différente. Les dames du jeudi s'étaient agrandies pour inclure de nouveaux membres, la voisine de Rose, Anna, qui apprenait le français et avait plus besoin d'amitié que de leçons de grammaire. Madame Kim de l'appartement du coin, qui faisait le plus incroyable barbecue coréen et racontait des histoires fascinantes sur son enfance à Séoul. Ma nouvelle amie Jeanne, une professeure à la retraite qui avait déménagé à Montreuil pour être plus proche de ses petits-enfants et qui luttait avec beaucoup des mêmes dynamiques familiales que j'avais traversées. Nous étions une véritable communauté maintenant, des femmes qui s'étaient trouvées dans les derniers chapitres de leur vie et avaient décidé d'écrire de nouvelles histoires ensemble. Nous célébrions les anniversaires et les fêtes les unes des autres. Nous nous soutenions mutuellement lors de problèmes de santé et de crises familiales. Nous partagions des ressources, des recettes et des recommandations pour tout, des médecins au salon de coiffure en passant par les meilleurs endroits pour acheter des fleurs fraîches. Plus important encore, nous avions créé un espace où nous pouvions être nous-mêmes complètement. Pas des versions de nous-mêmes conçues pour plaire, accommoder ou servir les besoins des autres, mais nos personnalités authentiques, compliquées et intéressantes. Je n'avais jamais rien vécu de tel. Mon art avait également continué à se développer. J'exposais maintenant régulièrement dans des expositions locales, j'avais vendu plusieurs pièces et je donnais même des cours occasionnels au centre social. Les élèves venaient pour apprendre la technique de l'aquarelle, mais ils repartaient souvent avec plus que des compétences artistiques. Ils repartaient avec la permission de poursuivre leurs propres intérêts, de valoriser leurs propres talents, de se voir comme des personnes dignes d'investissement et de développement. « Tu n'enseignes pas seulement la peinture », a observé Carmen un jour. « Tu enseignes le respect de soi. » Elle avait raison. Chaque fois que j'encourageais une élève à faire confiance à ses instincts artistiques, chaque fois que je louais son courage d'essayer quelque chose de nouveau, chaque fois que je leur rappelais qu'elle n'avait pas à créer de l'art pour l'approbation de quelqu'un d'autre, je partageais les leçons que j'avais apprises sur la valorisation de moi-même. C'était un travail profondément satisfaisant, cette entreprise d'aider les autres à découvrir leurs valeurs. Un mardi après-midi de septembre, près de 2 ans après ma chute, je préparais un cours de peinture quand mon téléphone a sonné. Le numéro de Mathieu est apparu sur l'écran et j'ai ressenti le familier frémissement d'anxiété que ces appels produisaient encore parfois. Était-ce une demande déguisée en urgence? Une exigence déguisée en inquiétude? « Salut maman. Comment vas-tu? »« Je vais bien, mon chéri. Je me prépare juste pour mon cours de peinture. C'est super. Écoute, je me demandais, voudrais-tu dîner avec nous vendredi? Laura essaie une nouvelle recette et on s'est dit que ce serait sympa de t'avoir. » L'invitation était simple et sincère. Pas d'arrière-pensée, pas de demande de service, pas d'attente que je fournisse autre chose que ma compagnie. Ça semble charmant. À quelle heure? 19 heures? Et maman, pourrais-tu peut-être apporter une de tes peintures? Emma n'arrête pas de dire qu'elle veut me montrer ton dernier travail, et j'ai réalisé que je n'ai pas vu ton art depuis un moment. J'ai souri, me souvenant d'un temps où mes enfants ne remarquaient mes activités que si elles les dérangeaient, d'une manière ou d'une autre. Je serais heureuse d'apporter quelque chose à vous montrer. La soirée de vendredi fut délicieuse. Laura avait en effet essayé une nouvelle recette, un plat de pâtes compliqué qui était délicieux et représentait clairement un effort significatif. Mathieu était présent et engagé, posant des questions réfléchies sur mes cours de peinture et mes amis. Emma et Léo ont passé le dîner à décrire des plans élaborés pour des projets qu'ils voulaient créer la prochaine fois qu'ils visiteraient ma maison d'art. Après le dîner, je leur ai montré ma dernière peinture, une scène de rue de notre voyage au Portugal qui capturait la lumière dorée de la fin de l'après-midi sur des bâtiments anciens. Ils l'ont étudiée avec un intérêt et un enthousiasme sincères. « Maman, c'est vraiment bien, » a dit Mathieu, et je pouvais entendre la surprise dans sa voix. « Je veux dire, je savais que tu peignais, mais je ne réalisais pas à quel point tu étais devenue bonne. Ça fait presque 2 ans de pratique régulière. » 2 ans. Il a secoué la tête. Je suppose que je n'ai pas fait attention au temps qui a passé depuis que les choses ont changé entre nous. C'était ce qu'il avait dit de plus proche pour reconnaître la transition douloureuse que nous avions tous traversée. « Le changement prend du temps, ai-je dit.
pour tout le monde. Cette soirée a été comme une étape importante. Non pas un retour aux anciens schémas, mais une célébration des nouveaux. Nous apprenions à être une famille basée sur le respect mutuel plutôt que sur l'obligation, sur une affection sincère plutôt que sur un besoin transactionnel. Ce n'était pas la famille avec laquelle j'avais commencé, mais c'était la famille que nous étions en train de devenir. Et cela semblait suffisant. Alors que l'automne laissait place à l'hiver, je me suis retrouvée à réfléchir au chemin qui m'avait mené jusqu'ici. La chute qui m'avait cassé la hanche avait aussi fait éclater une vie qui était devenue trop petite, trop limitée par les attentes des autres et par mes propres peurs. De cet appel téléphonique, « Envoie-moi juste un message si tu meurs », j'avais appris que je méritais mieux que d'être traitée comme un objet jetable. J'avais appris que le respect n'est pas automatiquement accordé en fonction des titres de parenté. Il doit être maintenu par un comportement constant. J'avais appris qu'il n'est jamais trop tard pour changer des schémas qui ne fonctionnent pas, même des schémas qui ont défini des décennies entières. Plus important encore, j'avais appris que ma valeur en tant qu'être humain ne dépendait pas de mon utilité pour les autres. Les dames du jeudi préparaient notre célébration des fêtes, un dîner participatif dans la salle commune en bas, avec de la musique, de la danse et un échange de cadeaux. Carmen coordonnait l'animation musicale avec plusieurs de ses amis danseurs de salsa. Maria organisait un projet artistique de groupe où chacune d'entre nous contribuerait à une grande peinture collaborative. Hélène s'occupait des décorations avec son flair habituel pour la couleur et le drame. Je fournissais le dessert et ma propre contribution spéciale, des cartes manuscrites pour chaque femme la remerciant pour les manières spécifiques dont elle avait enrichi ma vie au cours des 2 dernières années. Ces femmes avaient été témoins de ma transformation et avaient soutenu chaque étape. Elles avaient célébré mes victoires et compati à mes revers. Elles m'avaient montré à quoi ressemblaient des relations saines, réciproques, respectueuses, basées sur une affection sincère plutôt que sur le besoin ou l'habitude. Elles m'avaient sauvé la vie d'une manière qui n'avait rien à voir avec une intervention médicale et tout à voir avec la connexion humaine. Le soir de notre fête, alors que je regardais ces femmes remarquables partager de la nourriture, des histoires et des rires, j'ai pensé à la femme que j'étais il y a 2 ans. Cette Jacqueline allongée sur le sol de la cuisine, désespérée d'une aide qui n'est jamais venue, convaincue que sa valeur se mesurait entièrement à sa capacité à servir les autres. Cette femme n'aurait pas pu imaginer cette vie, ces amitiés, cet épanouissement artistique, ce sentiment d'utilité qui n'avait rien à voir avec le sacrifice et tout à voir avec le choix. Elle n'aurait pas pu imaginer un dîner de famille où elle était invitée en tant que convive plutôt qu'attendue en tant que prestataire de service. Elle n'aurait pas pu imaginer voyager pour le plaisir, créer de l'art pour la joie, dire non sans culpabilité, dire oui sans obligation. Elle n'aurait pas pu imaginer se sentir précieuse simplement pour être elle-même. Mais cette femme avait toujours existé en moi, attendant la permission d'émerger. La chute ne l'a pas créée. Elle lui a juste enfin donné l'espace pour respirer. Plus tard dans la nuit, après la fin de la fête et mon retour dans mon appartement silencieux, je me suis tenue devant le miroir de ma salle de bain et j'ai regardé mon reflet. Le même visage qui m'avait regardé il y a 2 ans, mais d'une certaine manière complètement différent. Les yeux étaient plus clairs. L'expression était plus calme. La posture des épaules était plus droite. C'était le visage d'une femme qui connaissait sa valeur. Dehors, par ma fenêtre, Montreuil bourdonnait de sa symphonie habituelle de sirènes, de conversations et de musique lointaine. Les mêmes sons qui avaient constitué la toile de fond de mes nuits les plus solitaires me semblaient maintenant une berceuse d'appartenance. Je faisais partie de cette communauté, de cette tapisserie urbaine compliquée de gens qui se construisaient une vie de la manière qu'ils pouvaient. J'avais enfin appris à me construire une vie pour moi aussi. Mon téléphone reposait silencieusement sur le comptoir. Pas de demandes urgentes, pas de crises nocturnes, pas de requêtes déguisées en urgence. Juste un silence paisible et la promesse que lorsqu'il sonnerait, ce serait parce que quelqu'un voulait sincèrement communiquer avec moi, plutôt que d'extraire quelque chose de moi. Cet appel de Mathieu, il y a 2 ans, avait mis fin à un chapitre de ma vie et en avait commencé un autre. L'homme qui avait dit « Envoie-moi juste un message si tu meurs » était toujours mon fils, et je l'aimais toujours.
Mais je n'organisais plus ma vie autour de la possibilité qu'il puisse avoir besoin de moi pour résoudre ses problèmes ou financer ses urgences. Au lieu de cela, j'organisais ma vie autour de la certitude que je méritais d'être traitée avec respect, considération et affection sincère. Et si les gens dans ma vie, même mes propres enfants, ne pouvaient pas répondre à cette norme, alors ils devraient regagner leur plein accès plutôt que de le considérer comme leur droit de naissance. C'était une leçon difficile à apprendre à 77 ans, mais pas trop tard. En me préparant à me coucher, j'ai pensé à mes projets pour demain. Carmen et moi allions au musée d'Orsay pour voir une nouvelle exposition d'artistes latino-américains. L'après-midi, j'avais une séance de peinture prévue avec Jeanne, qui travaillait sur un portrait de son défunt mari. La soirée était libre, merveilleusement, luxueusement libre pour tout ce que je déciderais de vouloir faire. C'était les jours que j'avais gagnés après des décennies de service aux rêves des autres. Maintenant, enfin, je vivais pour les miens. La femme qui s'était cassé la hanche et avait découvert sa valeur dormait paisiblement à Montreuil, entourée de l'art qu'elle avait créé, des amis qu'elle avait choisis et des relations familiales qu'elle avait reconstruites selon ses propres termes. Elle n'attendait plus que les autres définissent sa valeur ou valident son existence. Elle était trop occupée à vivre pour s'inquiéter de savoir si quelqu'un pourrait avoir besoin qu'elle meure. La transformation était complète, mais la vie ne faisait que commencer. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une relation où votre valeur semblait liée uniquement à ce que vous pouviez donner plutôt qu'à qui vous êtes? Avez-vous déjà dû reconstruire les limites avec les personnes qui auraient dû vous aimer inconditionnellement? S'il vous plaît, partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Votre expérience pourrait être exactement ce que quelqu'un d'autre a besoin d'entendre pour trouver sa propre force. Si cette histoire a résonné en vous, s'il vous plaît, aimez cette vidéo et abonnez-vous. Cela m'aide à continuer de partager ces vérités difficiles mais nécessaires et assure que ce message atteigne quelqu'un qui a désespérément besoin d'entendre qu'il mérite mieux. Parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour votre famille est de cesser de leur permettre de mal vous traiter. Parfois, le cadeau le plus généreux que vous puissiez faire à vos enfants est de leur montrer à quoi ressemble le respect de soi. Et parfois, la chute qui vous brise les os est exactement ce dont vous avez besoin pour briser les schémas qui brisaient votre esprit. Merci d'avoir écouté mon histoire. Merci de me voir non pas comme la mère ou la grand-mère de quelqu'un ou une ressource, mais comme Jacqueline, une femme qui a finalement appris à vivre pour elle-même. C'est une leçon qui vaut la peine d'être apprise à tout âge.